Muriel est née à Versailles, ça peut arriver. On taira l'année de naissance par pudeur 1955. Et ensuite... Pour les hommes, on le dit aussi. Pour les hommes, on peut le dire. On dira tout à l'heure 54 pour Jacques. Hein. Alors, ensuite, au niveau études, bon, plein de choses dans l'INSEAD. Et puis, un DEA qui est un peu ésotérique. C'était quoi ton DEA ? Psychologie clinique. Parce qu'à l'époque, j'hésitais entre me lancer dans l'action collective ou dans le soutien individuel. Et j'ai fini par choisir l'action collective. Et ton premier job, c'était dans la formation ? J'étais administrateur territorial. Ça, c'est clin d'œil tous ceux qui aiment les territoires. Où j'étais ce qui s'appelait le CFPC à l'époque, le CNFPT aujourd'hui, sur la formation des personnels des collectivités territoriales. Alors Muriel, donc grande carrière, notamment un souvenir ému de groupe Dassault Systèmes. S'il y a un ou deux souvenirs de cette période, ce seraient lesquels ? Alors Dassault Systèmes, ce qui était formidable, c'est que c'était déjà plus la start-up ou la spin-off. C'était déjà une entreprise en pleine croissance, mais on faisait une dizaine d'acquisitions par an. Et alors, l'acquisition de start-up, c'est un art délicat, parce qu'évidemment, toute la valeur de la start-up est dans l'IP, mais l'IP potentiel, donc en gros, dans les personnes. Et il faut les intégrer pour maximiser la valeur, mais il ne faut pas trop les intégrer parce que sinon on perd toute la valeur. Et donc pour un DGRH, c'est formidable parce que c'est vraiment le respect, le développement des équipes, des individus, mais des équipes et de la culture qui doit se faire dans un ensemble plus grand, mais sans perdre toute la richesse et l'unicité de chacun. Donc j'ai été très bon souvenir. D'ailleurs, j'ai découvert tout à l'heure qu'on a failli acheter ta boîte, donc, qui était partenaire. Ça, je ne le savais pas. Ah oui, c'est quoi donc, tu ne l'as pas vendu parce que c'était pas assez cher ? Oui, difficile à intégrer, pas digérable. Et la deuxième chose qui a été formidable, c'est que j'avais en charge les RH, l'organisation et le développement durable. Et pour les RH, comme c'était une boîte qui avait grandi très vite, en fait, il n'y avait pas de système RH corporate mondial. Et donc, on a commencé from scratch avec toute l'équipe en disant mais à quoi ça sert les RH ? Et donc toutes les choses, genre l'entretien annuel, ça sert à quelque chose, le management par objectif, est-ce que ça sert à quelque chose ? On questionnait tout parce qu'on n'avait rien d'un point de vue corporate. Ça, c'est une belle expérience. Ensuite, une belle aventure aussi au sein du groupe Danone. Alors Danone, ça coule un peu dans mes veines, parce que j'y ai passé 15 ans, 2 fois, 9 ans, puis Dassault Systèmes, puis je suis revenue comme DGRH et en charge aussi du développement durable. Et Danone, moi je suis entrée chez Danone à l'époque BSN, c'est Antoine Riboud qui m'a recruté. Il a passé la main assez vite à Franck. C'est vraiment le double projet économique-social, le discours de Marseille, qui est de 72, dont on fête la semaine prochaine les 50 ans dans plein de manifestations, qui m'a inspirée parce que c'était la conviction d'Antoine que, en gros, performance sociale et performance économique sont interdépendantes l'une de l'autre. Et que c'est sportif, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions, des contradictions, mais qu'à la fin, l'entreprise durable, c'est celle qui performe durablement, c'est celle qui sait miser sur ses équipes et sur l'humain. Et inversement, on ne peut le faire que si on a une croissance économique, donc une exigence de performance économique. Et puis, il avait déjà aussi la troisième dimension en disant les ressources naturelles ne vont pas durer, comment on intègre ça ? Donc en fait, je vous invite, ça fait 3 pages, ça va être beaucoup publié, là, il y a beaucoup d'articles qui se préparent dans les 15 jours, mais voilà, il va... cette approche, aujourd'hui on appelle ça développement durable, ESG, ISR, mais enfin bon, il avait tout compris il y a 50 ans et il poussait la boîte dans ce sens-là. Et moi je l'ai rejoint, c'était un espace d'innovation, j'ai pu mettre en place le mouvement EVE pour le développement du leadership des femmes, qui maintenant concerne des milliers de personnes dans des tas d'entreprises, une autre gestion des talents à l'international, et puis surtout une chose dont je suis très fière et qui m'a inspirée après comme ministre, Dan Cares, on est le premier groupe qui a mis en place une protection sociale pour tous les salariés dans le monde. On avait 90 000 salariés, mais 70% n'avaient pas de couverture santé, parce qu'ils étaient dans les pays en développement. On a créé ça dans 90 pays. C'est une aventure formidable. C'est une innovation que j'ai proposée et Franck a tout de suite pris. Et c'était un énorme progrès social. Ça sauvé des vies. Et en même temps, on a mesuré, très double projet, après à l'avoir fait, que en fait, ça faisait aussi progresser économiquement l'entreprise, avec une fierté, une attractivité qui fait que c'est durable. Depuis, il y a 300 groupes qui l'ont fait, et quand j'ai été ministre et que j'ai présidé le G7 social, j'ai proposé aux partenaires sociaux mondiaux, à l'OECDE, au FMI et à l'OIT, qu'on ait une négociation pour mettre en place un programme sous l'égide des Nations Unies d'accès universel à la protection sociale. Il a été adopté.
Guterres en a parlé récemment. Ça y est pas encore, mais je veux dire, cette force-là, je l'ai eue parce que j'ai fait l'expérience dans l'entreprise. Et c'est un peu comme tout ce que j'ai fait comme ministre. Le fait d'avoir cette expérience, j'ai dire la preuve par la réalité, ça donne beaucoup de force dans une négo. Alors ensuite, après Danone, allez. En gros, pour une fois que ministre sait de quoi elle parle, c'est ça. Alors, donc ensuite Business France. Donc là, tu vas diriger Business France. Oui. C'était aussi un joli challenge, cette construction et cette direction, Muriel. Alors, à l'époque, il y avait 2 organismes. Il y avait UbiFrance. Je pense que beaucoup d'entre vous, j'espère d'ailleurs, ont connu. Non, c'est pas ça. C'est parce que PME et TI, c'est la mission vraiment d'UbiFrance, maintenant de Business France, de les aider à s'étendre à l'international. Et puis l'AFI pour faire venir les investissements étrangers. Et alors, du coup, l'image France, l'attractivité de la France, c'était difficile parce qu'il y avait 2 organismes. Donc, à l'époque, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, et Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, m'ont demandé de prendre la tête des 2. Donc, pendant 8 mois, j'étais patronne des 2. C'était facile de fusionner tout ça ? Non, 2 établissements publics, non. Mais les entreprises non plus, c'est pas facile de fusionner. Non, toutes les résistances qu'on imagine. Mais c'est vrai qu'après, on a progressé. On a lancé la French Tech, qui a quand même bien aidé le monde des startups à l'international. On n'a pas complètement, mais progressé dans le travail avec les CCI, pas complètement, mais c'est aussi l'autre nécessité. Parce que, et puis, il faut travailler en équipe, comme font bien les Allemands, les Italiens, et j'aime bien l'histoire de la famille Rothschild, parce que là, c'est pas toujours évident, dans une entreprise familiale, que toutes les branches s'unissent. Et il n'y a pas que chez vous. Bon. Et bien là, c'est un peu pareil quand on est dans les établissements publics qui doivent œuvrer à l'international. Et je pense qu'on on progresse. Les investissements étrangers ont beaucoup progressé depuis cette époque et dans le dernier quinquennat. Il faut continuer parce que c'est énormément d'emplois. L'export plus les investissements étrangers, en fait, c'est 6 millions d'emplois en France. Alors, ensuite, en 2017, tu deviens ministre. Oui. J'ai lu quelque part, on ne naît pas ministre, on le devient. Oui, c'est Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ministre, en vrai ? Rien. Et alors, vraiment rien, à tel point que je n'y pensais pas du tout. Et j'étais au Japon. Parce que j'étais speaker, j'avais un truc pour Business France, je parlais au Global Summit of Women, et je suis par ailleurs photographe quand j'ai le temps, et je venais d'inaugurer ma première exposition à Tokyo, donc j'étais quand même assez contente. Et là, je me suis dit, il faut peut-être que je rentre à Paris, parce que ça m'étonnerait que le ministre de l'économie veuille me voir dès la première semaine, mais ça va être quand même mon nouveau patron, il faudrait que je rentre. Je suis rentrée, j'ai posé ma valise, et le téléphone a sonné. J'ai quand même bien fait de rentrer. Alors bon, le livre, tu parles de beaucoup de choses. Après, on verra pourquoi tu as écrit ce livre. Sous ton règne, si je puis dire. La réforme du droit du travail, tu as eu du boulot là aussi. Hein. Alors, puisqu'on avait des citations anglaises tout à l'heure, il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Churchill. Parce qu'avant de se lancer dans la réforme du Code du travail, j'étais sûre qu'il fallait la faire. Les PME, ça faisait 3 ans qu'on vivait ensemble tout le temps. Et les investissements étrangers, alors on arrivait à les convaincre sur la créativité, nos cerveaux, l'innovation, les territoires. Enfin bon, on y arrivait. Et à la fin, c'était « but the labor law ». Et là, ça passait pas. Il n'y avait rien à faire. Désolé, mais Churchill avait aussi une autre citation. Elle en avait plein, David. Mais celle de Churchill que je veux citer, c'est parce que quand on part pour réformer le Code du travail et qu'un an et demi avant, il y a eu 1,5 million de personnes dans la rue pour une réforme moins forte du Code du travail. Il faut être un peu spécial. Mais il y avait le début du quinquennat et puis un chouïème de savoir-faire de moi et de mon équipe. Mais le début du quinquennat, il y avait aussi un momentum. Je crois que les réformes importantes, il faut les faire au moment où il y a le momentum, la crédibilité, la légitimité. Il y a des moments pour le faire. Oui, c'est pas toujours 100 jours, mais en tout cas, s'il y a un moment où on peut le faire, et un moment, 3 ans après, où les Gilets jaunes, j'aurais pas fait les ordonnances travail, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, Churchill avait une phrase formidable, il dit « Tous ceux qui veulent... » Ça, c'est bien pareil pour les entrepreneurs. « Tous ceux qui veulent faire quelque chose ont contre eux. Petit 1, ceux qui veulent faire le contraire. Fair enough. Petit 2, ceux qui auraient voulu faire la même chose et qui sont jaloux. Et troisièmement, l'immense majorité qui veut que rien ne change. Voilà. Donc une fois qu'on part avec ça, ça marche. David Cobol, deuxième citation de Churchill. Après, on va revenir sur Muriel. Qu'est-ce qu'il disait quand tu avais un déjeuner entre 2 gentlemen, David ? Alors, non, c'est à propos de champagne, parce que Churchill adorait le champagne entre autres boissons. Hein. Entre autres, oui. Moi, entre autres. J'avais une tante qui était sa secrétaire particulière pendant la guerre. Elle m'a raconté des choses. Bon. Alors, l'histoire était la suivante. On a demandé à Winston Churchill quel était le format idéal pour une bouteille de champagne. Vous savez tous que le vin vieillit mieux dans les grands formats.
Et Churchill disait, je vais vous le faire en anglais. Magnum, of course. Especially for lunch between two gentlemen when one doesn't drink at all. Dommage que tu n'aies pas pu l'inviter au Wine Business Club. Ah non, ça aurait été de génial. Churchill. Là, c'était... Ça aurait fait, On va ça aurait pour fait en placer triomphe. une avec lui. Bon, alors donc, revenons. Donc, Ouais. réforme du Code du travail. Oui, première réforme, Code du travail. Moi, ma plus grande joie, je vais vous dire, c'est qu'après le Code du travail, on a quand même eu un débat parlementaire et avec mon équipe, on a quand même fait 300 heures de concertation avec les partenaires sociaux au mois de juillet sur le sujet. On a fait du non-stop, parlement, partenaires sociaux, etc. Mais on a fait quand même très rapidement parce que ça a été promulgué début septembre. Mais ma plus grande joie, c'est qu'après, j'ai fait une tournée des territoires un peu partout. Et j'ai fait une 50aine de réunions. Au total, on a calculé que j'avais rencontré à peu près 10 000 entrepreneurs. Et il y avait une phrase qui revenait partout. Et ça me donnait vraiment du cœur à l'ouvrage. C'est « on n'a plus peur d'embaucher ». Et ça, c'était, pour moi, le marqueur. Si une chose, après, on peut dire des tas de choses, chaque réforme, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça s'est vu assez vite dans les résultats. Muriel, l'âge de la retraite, à quel âge? Alors là, Tu as droit à 3 réponses. l'âge de la retraite, je pense que c'est... comme souvent, la question, quand on la pose comme ça de façon simpliste, n'est pas exactement la bonne question. Non, et ça dépend des gens. On ne va pas faire la même chose pour nous et pour des gens qui ont un travail manuel difficile. Donc, évidemment, il faut du dosage. Évidemment, il faut bouger. Mais il faut vraiment prendre en compte les deux sujets qui sont la pénibilité et les carrières longues, c'est évident. Mais il faut aussi, je pense, faire plus de sur-mesure. Les cumuls retraite-emploi, par exemple, c'est quelque chose qui est très apprécié par beaucoup de gens. Et puis, alors là, je vais être moins populaire. Voilà. Je veux dire, il faut aussi accepter d'ouvrir un peu ses chakras, changer de logiciel et de commencer à embaucher ou réembaucher ou garder les gens qui ont plus de 55 ans. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 56% des gens de plus de 55 ans qui bossent. Applaudissez-vous, là. C'est vous le faites. Non, mais c'est vraiment un appel parce que J'applaudis aussi. je sors une tribune sur les difficultés de recrutement la semaine prochaine dans les Échos. C'est un des thèmes. On est le pays le plus bas, non seulement de l'Europe, mais de tout l'OCDE sur l'embauche au-delà de 55 ans. Des seniors. Donc, c'est juste, on n'est pas raisonnable. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, voilà, je crois que ça dépend aussi de nous tous. Absolument. L'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est une autre des grandes joies. Moi, fort de la réforme du Code du travail, j'ai proposé dans la foulée une autre réforme, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, proposée à Macron. Et dedans, il y avait en gros 3 grands sujets. Il y avait l'apprentissage, le compte personnel de formation et l'égalité homme-femme avec l'obligation de résultat et l'index. Et l'apprentissage, ça a été une épopée formidable parce que c'est un truc dont je rêvais depuis longtemps. Ça, je voyais bien ce qu'il fallait faire et je voyais bien qu'il y aurait des obstacles. Il y a eu beaucoup d'obstacles politiques, mais il y a eu un soutien extraordinaire des entreprises, des branches, des chambres, commerce, artisanat, agriculture, enfin tout le monde économique, qui est très conscient que d'abord on ne trouve pas les compétences sur étagère, donc il faut les fabriquer, et que voir autant de jeunes qui n'avaient pas d'avenir et en même temps autant de besoins dans les entreprises, c'était absurde, mais il fallait leur donner la main. Alors c'est vrai que je n'ai pas été très populaire chez les présidents de région, parce qu'on a retiré une compétence aux régions, pas pour la prendre à l'État, mais pour la donner aux branches, aux entreprises, aux chambres de commerce, aux acteurs économiques et de la formation. Sauf que vous connaissez la suite. On a multiplié par 2,5 le nombre d'apprentis. Et on embauche toujours 80-85% à la sortie. Et puis moi, j'ai visité plus d'une 50aine de CFA. Je veux dire, c'est des jeunes qui ont les yeux qui brillent, la passion de leur métier, du CAP à l'ingénieur. Donc, on est quelques-uns ici à bien veiller au service après-vente, n'est-ce pas, Alain ? Et s'assurer que cette réforme ne soit pas abîmée, qu'on continue, parce que c'est notamment dans les périodes où les compétences vont changer encore plus, parce que, en gros, la moitié des jobs vont être différents en 2030 que maintenant. Ça, on le sait de façon assez certaine. Il est d'autant plus important de fabriquer ensemble les compétences et donner un avenir aux jeunes et aux entreprises à la fois. Donc, moi, c'est une des choses qui me fait chaud au cœur. Et je suis encore souvent arrêtée dans la rue. Je pense à cause de mes cheveux, on me reconnaît. Pas du tout. Une des choses où on m'arrête le plus, c'est grâce à vous, mon neveu ou ma nièce, ma positif, fille. quoi, ouais. Voilà, il y a quelques-uns qui disent là, on faut aurait dû vous oublier, tuer, quoi. mais Ouais. ils sont moins fréquents. Mon Il y a- compte il y a formation, plus. Muriel, mon compte formation. Alors, mon compte formation, je pense que moi, l'idée, c'était que les métiers vont changer tellement vite
que les entreprises ne vont pas pouvoir porter tout le poids des reconversions de tout le monde. Là, on est en train de parler de 10 millions de personnes dont le job va disparaître, être créé ou se transformer d'ici 2030. C'est énorme. Donc l'idée est de donner accès à la formation. Il y a 2 pays au monde qui l'ont fait. C'est Singapour et nous. Singapour, en général, sont plutôt innovants dans ces domaines-là. C'est un grand succès populaire parce que chaque année, maintenant, il y a 2 millions de personnes qui se forment. Et ils se forment à quoi? À la création d'entreprises, aux langues, à la technologie et au permis de conduire, auquel je tiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prendre un emploi parce qu'ils n'ont pas le permis et que c'est trop cher. Notamment en zone rurale, c'est évidemment une condition sine qua non. Je pense que la marge de progrès qu'on a là-dessus, c'est qu'en fait, on a prévu dans le système dès le départ que les entreprises pouvaient co-investir. Et je pense que notamment, là où il y a des difficultés de recrutement, par exemple, la Fédération des chauffeurs routiers, à un moment donné, dans une des régions, avait dit, nous, on va dire, on co-investit. Tous ceux qui se forment aux chauffeurs poids lourds, on en manque, on paye la moitié de la formation, l'autre, et on les embauche à la sortie. Ça, c'est des montages qu'on peut faire. Ça se fait en ligne, c'est très facile. Et je vous invite aussi à réfléchir à ça. Quand vous manquez de compétences, il y a probablement des gens, eux, que ça intéresse, mais il faut les trouver. Alors, il y a Pôle emploi. Et quelquefois, en leur proposant de co-investir dans la formation, ça peut être une manière aussi d'avancer. L'Europe, le Japon, les États-Unis veulent copier notre CPF. Ah, c'est bien, pour une fois que c'est dans ce sens-là. L'égalité salariale, homme-femme. Toi, par exemple, combien ça gagne un ministre? Ça gagne. Alors, t'as les ministres et puis les ministres délégués, les secrétaires d'État, il y a une petite nuance. Mais un ministre en net, c'est 7 000 euros. Donc, tu as divisé par combien ton salaire par rapport à Danone? Ah alors, bon, si je comptais de sortir. Hein, mais oui, enfin c'est public parce que de toute façon, comme sûr. ministre, moins de centimes est connu, mais entre Danone, y compris stock options, etc., enfin toutes les rémunérations variables, donc pas le salaire, mais toute la rémunération. Quand je suis arrivé à Business France, j'ai divisé par 6. Par 6, quoi. Oui. Ah bah ça rappelle notre ministre des Sports actuellement qui a aussi divisé son salaire par quelques numéros, quoi. Donc alors justement, c'était ça ou un vignoble, et je me suis dit bon, moi, non, je rigole. Un vignoble, c'est plus cher. Quoi, alors, on en est où là sur cette égalité salariale homme-femme? Les femmes gagnent beaucoup trop, non? Alors oui, bien sûr. Et en plus, elles servent à rien, et en plus, elles sont pas compétentes. Donc oui, voilà. C'est sûr. Ça s'appelle le compromis. Et alors, il y en a combien qui dépassent les 95 de leur index là, parmi vous? Il y en a quelques. Alors, il faut les faire parler une autre fois pour qu'ils expliquent aux autres comment faire. Bon, très bien, Arnaud. Je puis me permettre sans vouloir te commander. Voilà. Non, c'est polémique. Là, pareil, on a beaucoup travaillé avec les DRH, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux pour mettre pas simplement une obligation de résultat, mais un outil qui serve au management. Donc au départ, on m'avait proposé 50 critères. Je dis ça sert à rien. Moi, je sais ce que c'est qu'une équipe de direction. On n'a pas le temps sur un sujet d'avoir 50 critères, on ne regardera jamais. Donc j'ai dit maximum 5 indicateurs. Là, un COMEX, une équipe de direction peut les regarder et peut agir. Et chaque année, on progresse. Alors, ce n'est pas archi rapide, mais je pense que ça va être robuste, comme la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Je pense que ça va permettre de mesurer. Et là aussi, l'Europe veut le copier. Je pense parce c'est aussi un outil de management. Ce n'est pas qu'une obligation extérieure. Parce que moi, je ne connais pas de chef d'entreprise qui veut discriminer les femmes. Mais il y a 1000 raisons pour lesquelles ça se passe, et ils ne les voyaient pas. Donc, ils n'agissaient pas. Et là, maintenant, ils voient sur quoi agir. Donc, ils ont moins d'excuses. Et puis, de toute façon, c'est là où on n'est pas toujours rationnel sur le plan économique, c'est qu'il y a plein d'études qui prouvent que lorsqu'il y a les femmes et les hommes de façon beaucoup plus diverse et égale dans l'entreprise est beaucoup plus performante. On a toutes les preuves économiques de la Terre. Donc, soyons rationnels. Investissement sur les femmes. Muriel, 2020. Ah oui, tu finiras ministre, toi. Hein. Donc, 2020, tu quittes le gouvernement. Donc, tu as décidé de partir ou on t'a viré? Alors, en fait, moi, je suis venue... Ça, c'est la grande liberté de venir pour pouvoir faire des réformes, mais pas avec l'objectif forcément de faire une carrière politique. Parce que le code du travail et l'apprentissage, beaucoup de mes collègues m'ont dit « tu es en train de flinguer ta carrière politique ». Bon, les deux ont marché, ça aurait pu être une catastrophe. Donc, c'est une grande liberté de venir de la société civile, de connaître quand même un peu l'État, je connaissais un peu, donc je n'étais pas complètement désorientée, mais je n'avais pas l'objectif de rester. Et donc, quand j'ai passé toutes les réformes et qu'on a pu voir la baisse du chômage de 9,7 à 7,3, qu'on a pu voir la baisse du chômage des jeunes, on a vu les résultats, c'était c'était vraiment parti, c'était sur les rails.
Moi, les derniers 15 mois de politique plus classique, on va dire, c'est pas forcément ma tasse de thé. Alors, entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est le Covid. Donc moi, j'étais là au moment du Covid, au moment où ça s'est déclaré. Et là, on a revécu un truc que je ne pensais pas possible dans l'État, c'est de prendre des décisions massives Vite. à extrêmement grande vitesse. Et là, on a quand même cassé tous les tabous de ce qui peut être une action publique, ce qui montre qu'on devrait pouvoir changer plus nos institutions. Moi, je me rappelle la réunion la plus chère de ma vie, je pense forever. Donc le 16 mars, le président annonce le confinement. Et donc on était en train de travailler avec mes équipes, comment on fait. On avait vu que les Allemands avaient beaucoup mieux réagi que nous en 2008-2009, parce qu'ils avaient mis en place un système d'activité partielle qui a protégé les emplois et les compétences. Et du coup, l'économie était repartie plus vite après. C'était mieux socialement, mais c'était mieux aussi pour les boîtes. Donc je suis allée voir le président et le Premier ministre, doit être le 18 ou le 19 mars, et je lui ai dit, ben voilà, j'ai étudié, etc. Il faut qu'on fasse un truc massif d'activité partielle. À l'époque, on ne savait pas si le Covid, ça serait 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Hein. Donc on était... mais vous savez bien, dans l'entreprise, quelquefois, on prend des décisions, on n'a pas tous les éléments. Hein. À un moment donné, il faut y aller. Mais là, on avait pris l'hypothèse sur 2 ans, et il me dit, ça coûte combien? J'ai dit, il me faut 30 milliards. 30 milliards. Attendez, je fais un petit chèque là. Eh bien, 2 heures après, je les avais. 30 milliards. Et alors, mais ça a discuté un peu quand même ou pas? Oui, non, on essayait de réfléchir si c'était efficace, etc. Mais c'est vrai qu'on a payé les salaires de 8,5 millions de salariés dans 1 million de boîtes. Mais c'est aussi pour ça que les boîtes ont pu repartir après. Elles ont gardé les compétences. Hein. Beaucoup les avaient perdues, avaient été obligées de licencier en 2008-2009. Mais là, après, c'est comment tu fais le système. Parce que, évidemment, l'activité partielle existait avant, mais il fallait demander un accord préalable de l'administration qui avait 2 mois pour répondre. Alors, je peux te dire que les boîtes, elles seraient mortes avant. Ouais. Et donc, on a créé le système de confiance a priori, contrôle a posteriori. Et on a mis en 10 jours, un système informatique qui a tenu pour 1 million de boîtes et 10 millions d'entreprises. Les équipes ont fait un boulot jour et nuit exceptionnel. Les fonctionnaires, le cabinet, tout le monde était sur le pont. Et là, j'ai vu à quel point on a quand même des ressources dans l'État, dans les collectivités territoriales. Quand il faut, on a ça. Et il faudrait quand même garder... On ne peut pas fonctionner en mode crash comme ça tout le temps. Mais quand même, il y a des leçons à prendre de ce qu'on a pu faire à ce moment-là. Il ne faut pas revenir dans la routine. Il faut quand même prendre des leçons de capacité à décider, à mobiliser plus vite. Donc ça a été quand même une expérience intéressante. Puis on passait notre vie alors avec les chambres de commerce et les branches, parce qu'on avait notre réunion avec Bruno Le Maire. Toutes les 5 minutes. Tous les lundis matins avec les 70 branches. Et moi, j'avais 3 fois par semaine avec les partenaires sociaux pour les protocoles sanitaires, etc. Donc après ça, 3 ans et demi assez intensifs. Donc j'avais un petit peu envie de faire autre chose. Et comme je savais qu'il y aurait un changement de gouvernement, c'était le bon moment. Et du coup, le président m'a proposé d'être ambassadeur. Est-ce que tu as voté Macron à la dernière présidentielle? Oui. Oui, très bien. Et alors les médias, tu les as vécus comment, les médias, pendant tes 3 ans là? Parce que c'est vrai que voilà, il y a eu des bons médias, des moins bons médias. Ouais, il y a eu des... Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est dur à vivre déjà? Moi, je suis assez contente d'avoir été ministre en ayant déjà pas mal fait de choses dans ma vie. Bon, j'étais administrateur, j'ai comme ex de 2 groupes, pas tout à fait né de la dernière pluie quand même, parce que le monde de l'entreprise est parfois brutal. Ça n'a rien à voir avec la violence politique. La violence politique et des médias est beaucoup plus forte. C'est plus méchant. Et c'est surtout qu'on peut inventer une histoire qui est complètement fausse et il n'y a pas moyen de prouver le contraire. Voilà. Et les réseaux sociaux, c'est encore pire que... Alors les médias, il y a des choses bien, mais le côté question-réponse en 5 secondes, voilà, c'est limite. C'est limite ouais. Et les réseaux sociaux, là, il y a des moments où mon équipe m'interdisait de regarder. De toute façon, je n'avais pas le temps, donc c'est très bien. Je ne regardais pas parce qu'il y a des moments où il faut... Zapper. Voilà. Mais le plus dur, c'est peut-être aussi d'être sûr de protéger les siens. Et c'était une de mes hésitations, d'ailleurs, avant d'être ministre. Et heureusement, mes enfants ne portent pas mon nom, etc. Ouais. Et il valait mieux, parce que moi, j'ai eu des menaces de mort, j'ai dû déménager.
J'ai pas pu vivre chez moi pendant 18 mois. Enfin, tout ça, ce genre de choses, quoi. C'est pour ça qu'aussi, on est content de revenir à une vie Oui, normal, un quoi. peu normale Maintenant, quelquefois. sans citer la ville, tu peux te retrouver dans la baie de Somme tranquille à regarder Voilà. les phoques et tout ce qui passe là-bas, quoi. Et voilà, les oiseaux et tout. Les oiseaux, quoi. Alors ensuite, donc là, tu t'arrêtes, pof. Mais est-ce que ça n'a pas été très dur de dire j'ai 17 chauffeurs, tout le monde me dit oui, tout ça, puis pof, ça s'arrête. Quand on fait référence au rugby avec Denis Charvet qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Petite Mort, c'est tout s'arrête à un moment donné. Donc toi, d'abord, tu as choisi. D'abord, j'ai choisi, donc ça fait une grosse différence. Deuxièmement, j'ai choisi en été. C'est tout bête, mais mois de novembre. Si, moi j'ai pris 3 mois pour aller. Mais tous les amis, la famille, tous les gens que j'aime, que j'avais pas eu le temps de voir, parce qu'on bossait quand même 7 jours sur 7, 15 heures par jour, 18 au moment du Covid, et refaire de la photo et me renourrir d'autres choses. Donc j'ai passé un été formidable. Et en plus, j'avais négocié que je reprenais mon poste d'ambassadeur fin septembre. Alors voilà, donc moi, j'ai pris 3 mois magnifiques, donc j'ai pas tellement eu le ambassadeur, l'OCDE. Donc là, ça s'est terminé il y a peu de temps. Oui. Atteinte par la limite d'âge, donc c'est très jeune. Bon, voilà. Donc ça s'est bien passé. Tu t'es régalé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, j'ai retrouvé un champ généraliste, puisqu'on s'occupe de taxation, d'économie, de social, de culture, tout ce qui est paragalien, d'éducation. Donc ça, c'était bien. Et puis, on a vécu 2 moments intéressants. La fameuse taxation internationale. Et en fait, à l'OCDE, on ne le sait pas beaucoup, mais on est 38 pays, mais tout doit se faire à l'unanimité. Donc, du coup, le rôle des ambassadeurs, c'est un vrai rôle. Et nos équipes, parce qu'on a des ambassades. C'est des rares ambassadeurs de France à Paris, parce que l'OCDE est à Paris. Mais donc, il y a beaucoup de négos entre pays. Donc ça, c'est marrant. Et puis, j'ai porté une initiative sur le climat qui s'appelle IPAC, un programme d'initiative sur le climat dont on verra les chiffres tous les ans à partir de l'année prochaine. Et l'idée, c'est de mesurer l'efficacité des politiques publiques dans le réchauffement climatique. Parce que les gouvernements mettent beaucoup de mesures pour obliger les entreprises à bouger. Et il faut qu'on bouge. Mais ce qu'ils font est assez efficace. Dans quel cas, on ne sait pas. Donc maintenant, on va avoir à la méthode OCDE, que personne ne discute et qui est très robuste, chaque année. Et on va pouvoir voir quels sont non seulement les 38 gouvernements, mais il y a plein d'autres pays qui adhèrent au programme. Qu'est-ce qui est efficace ou pas? Parce que tant qu'à faire, puisqu'on s'y met tous, autant le faire bien et que ce soit efficace. Et que ça soit l'invention d'un nouvel modèle économique et pas un débat entre les ayatollahs qui connaissent rien au monde économique et les autres qui se défendent parce que sinon ça va pas marcher. Alors avant les questions spontanées, Muriel, ton meilleur souvenir de photo, 1, 2, ta meilleure bouteille dégustée, et 3, ton meilleur souvenir de bouffe ou de resto. Voilà. Bon, là, le reste, vous pouvez faire court, mais là, c'est... Là, il y a un vrai sujet, quoi. Là, il y a un vrai sujet. Meilleur souvenir de photo, c'est une photo que j'ai prise qui était dans ma première expo à Paris, à Tokyo et à Pékin. C'est une photo d'un oiseau, il se trouve que c'est un pélican à Singapour, qui est de dos. Et c'est la photo où j'ai vu le plus de gens inventer des histoires incroyables dessus. Certains ont vu le bien, le mal, l'ange, le démon, d'autres ont vu le pouvoir, d'autres ont vu la solitude du pouvoir, d'autres ont vu Dalila, d'autres ont vu Falbala, d'autres ont vu un vase Ming, d'autres ont vu des cœurs, et une dernière a vu une critique de Trump. Donc, il faut les revoir à jeun, non? Parce que c'est pour ça que ça prépare la question d'après. Donc j'aime bien les photos, j'aime bien faire des photos qui ne donnent pas un sens, mais qui c'est une porte ouverte un peu à l'imaginaire. Voilà. Mon hier souvenir de vin. Oublions la bouteille d'hier soir. Mais... Voilà. Ben oui, mais c'est très bonne. Alors, restaurant, je voudrais une expérience que j'ai faite il y a 15 jours, qui n'est pas un restaurant, mais une nourriture extraordinaire, parce qu'en ce moment, on invente plein de choses dans la cuisine. Et c'est une artiste que j'ai rencontrée. Elle était banquière. Elle s'est reconvertie, elle est canadienne d'origine taïwanaise. Elle habite à Berlin, elle a un studio de production avec une dizaine de personnes pour créer des événements dans le monde entier. Et il se trouve que quand elle est d'origine taïwanaise, elle faisait une expo au Japon et elle est passée 2 jours à Taïwan, rencontrer sa famille qu'elle connaît quasiment pas. Elle s'est trouvée au moment du confinement et elle a été bloquée 14 mois. Donc elle a vécu 14 mois du coup avec des tribus aborigènes et elle s'est mise à inventer une cuisine qui est incroyable. Et maintenant qu'on s'arrache. Et qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi, des bambous? Non, pas du tout. C'est avec tous les produits qu'on a. Mais elle a une manière de cuisiner. Voilà. Donc ça, c'est. Je trouve qu'on arrive. Quand on arrive aujourd'hui à avoir tout un repas où chaque plat, on se dit, mais j'ai jamais mangé ça. Oui.
Ça, c'est du bonheur. Et que c'est bon quand même, parce que parfois c'est... Excellent. Oui. Voilà. Et la bouteille, avant la question, le verre de vin ou le vigneron qui t'a ému, ou je sais pas, moi, ta première histoire d'amour avec une bouteille de champagne, enfin je sais pas, un truc. Bon, alors, dans ce que je peux raconter, non, je dirais que c'est probablement quand j'avais 18-19 ans, avec des amis, on est allé, c'était dans le Pays de Loire, et on est allé aider dans les vignes. D'accord. Et donc, le vin qu'on boit quand on a aidé dans les vignes, il est c'est pas le meilleur, même. Voilà. Question, À l'époque, j'avais pas beaucoup de benchmark, mais quand même, Ça y est, c'était... il était excellent. Alors Muriel, avec ta carrière extraordinaire, moi ce qui m'intéresse c'est le coup d'après. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, ce que je vais faire, je vais, sous réserve que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique m'autorise, parce que 2 ans et demi après, encore autorisation à demander. C'est 3 ans, non? C'est 3 ans. Ouais. C'est 3 ans. Je vais entrer dans 2 boards, une entreprise mondiale américaine, une entreprise française internationale. Je vais peut-être, on est en discussion, être senior advisor dans un fonds d'investissement. J'ai repris la présidence d'un fonds de dotation, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent participer, ça serait super, que j'ai créé il y a 10 ans pour aider des artistes émergents qui sont impliqués sur les sujets Comment il s'appelle, sociétaux. fond Sakura. Sakura. Qui Petit veut dire fonds de quoi? dotation, Sakura, je suis une fan du Japon, on n'a pas eu le temps de parler. Et Sakura, c'est l'éblouissement des cerisiers en fleurs. Il Donc, n'y a pas de c'est l'image- pélican, il n'y a pas de pélican. Non, mais c'est l'image des petites pousses qui vont aller au vent, mais qui vont grandir. Voilà, je dis ça parce que c'est 2 tiers de défiscalisation pour les entreprises et pour les particuliers. Un petit peu de pub. Et on a besoin d'argent pour aider plus d'artistes, voilà. Et puis je refais une expo photo l'année prochaine. Et peut-être voilà. Et puis j'ai du temps avec les gens que j'aime. Jacques? C'est très rare d'avoir des personnes qui sont dans le monde public et dans le monde privé. Et il y a une chose qui l'interdit, c'est ce que tu mentionnais, c'est la haute autorité de la transparence de la vie publique. Parmi tout ce que tu aurais dû faire exploser, c'est ce sujet-là qui serait exposé. Parce que finalement, comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'aller dans le public s'il ne peut pas retourner dans le privé? C'est absurde. Oui, c'est vrai. Alors, Absolument. je pense que la raison d'être de la haute autorité fait du sens, c'est éviter les conflits d'intérêts. Mais après, il y a l'esprit et puis il y a la lettre. Et effectivement, c'est compliqué. J'ai une ministre qui était propriétaire d'une entreprise, qui est devenue ministre, si elle n'a pas pu la reprendre en repartant, mais elle était toujours propriétaire. Donc, quelquefois, c'est... Bon. Après, je pense que c'est bien d'essayer d'éviter les conflits d'intérêts, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il faut savoir que les ministres, quand ils s'arrêtent, ils ont 3 mois de rémunération, mais ils n'ont pas droit au chômage, parce que l'État ne cotise pas au chômage. Donc, tous les jeunes ministres, secrétaires d'État, bon, moi, j'ai du un peu de background, sous, voilà. donc... non, et puis, bon, j'avais pas de problème pas de problème pour me recaser, c'est ce que je veux dire. Mais il y en a qui sont plus jeunes dans la carrière. Il y en a qui, aujourd'hui, se retrouvent dans la mouise parce qu'ils n'ont plus du tout de revenus. Donc, c'est pas motivant, quoi. Et il faut savoir que les membres de cabinet, c'est nos équipes quand même qui travaillent comme des fous, qui ont 30-35 ans, qui travaillent comme des fous. Le jour où ils quittent, ils n'ont pas d'indemnité de départ, rien, ils n'ont rien. Donc, en fait, on maltraite le système n'est pas du tout fait, comme tu le dis, pour des gens qui vont aller du privé vers le public et réciproquement. Moi, je suis pour qu'il y ait des règles pour éviter les conflits d'intérêts. Mais si ça amène à éviter la fertilisation croisée, on a 2 mondes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, et on ne peut pas faire des réformes si on ne se comprend pas. Bon, elle devait être formidable, elle a été, on applaudit très chaleureusement Muriel. Merci à tous.